Nous étions en 2006. Le Togo vivait alors une grave crise sociopolitique suite aux violences qui ont émaillé la présidentielle de l'année d'avant. Une lueur d'espoir naissait alors avec l'installation du bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme au Togo. Sa seule présence était un élément de dissuasion car les autorités se savaient désormais surveillées comme du lait sur le feu. Le bureau Togo du HCDH a œuvré pendant près de 9 ans et patatras, il annonce sa fermeture. Les organisations de défense des droits de l'homme s'inquiètent, mais le HCDH rassure. Pourquoi ce départ surprise du HCDH? Quel bilan peut-on faire de son action au Togo? Nous en parlons tout au long de cette émission, un œil sur l'actualité que nous consacrons à ce sujet. Et je reçois pour évoquer la question la représentante résidente du HCDH au Togo pendant ces dernières années, Ola Tokumbo Igué. Bonjour madame. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invités. Question toute simple, comment vous sentez-vous à l'orée du départ? Bon, avec beaucoup de choses à faire, beaucoup d'explications à gauche, à droite. Bon, je dirais que des fois je suis un peu fatiguée. Mais bon. Mais ça va quand même. Ça va. D'accord. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Le HCDH, je viens de l'évoquer, est arrivé au Togo en 2006. Est-ce que vous voulez revenir un peu sur la genèse de l'installation du bureau du HCDH au Togo? Merci beaucoup. Comme vous le savez, après les événements de 2005, les Nations Unies avaient envoyé une mission ici, qu'on appelle la mission d'établissement des faits. La mission qui a été conduite par M. Doudou Diène a passé, je pense, 6 semaines ou quelque chose dans ce pays, et ils ont sorti un rapport. Et c'est dans le rapport où il y a eu une recommandation pour un engagement, si c'est possible, du haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme au Togo, après une discussion avec les autorités, pour aider à d'abord améliorer la situation des droits de l'homme, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant même 2005, il y a pas mal de plaintes et questions des droits de l'homme qui étaient déjà sur la table des Nations Unies. Donc l'idée, c'était que si le gouvernement accepte ou si le gouvernement le veut, le bureau devrait s'engager pour aider à changer le climat sur la question des droits de l'homme, travailler avec les institutions étatiques, travailler avec la société civile, travailler avec les victimes ou la population pour vraiment changer la compréhension, l'attitude vers le droit de l'homme. Donc, c'est ça la genèse vraiment de notre arrivée ici. Et je dirais que les discussions qu'on a eues à l'époque avec le gouvernement, c'est eux-mêmes qui ont dit, bon, cette recommandation numéro 2 ou 3 nous intéresse. Et c'est sur la base de ça que nous avons commencé la discussion qui a abouti à la signature d'un accord. Et je dirais aussi que la discussion que nous avons eue autour de l'accord, qui était un accord qui nous a donné ce qu'on appelle notre mandat très complètement plein dans ce pays, de promotion et de protection, était aussi, je dirais, la façon que nous avons conduit cette discussion nous a à l'époque montré que, bon, il y a au moins une ouverture pour aller en avant. Parce qu'il y a, je peux vous dire que il y a des articles dans le mandat, par exemple, que quand nous avons envoyé le projet, où on dit que nous voulons avoir accès à tout moment sans escorte ou sans d'être surveillés dans tous les lieux de détention. Il y a ceux qui ont s'étiqueté que ça c'est quoi? Il y a eu des réticences. Il y a eu un peu de réticences, mais de plus hautes autorités ont dit non, il faut laisser faire, on va voir comment les choses vont évoluer. Donc, on avait eu cette plein mandat. Alors, vous évoquez un élément important, c'est l'accord des autorités. Est-ce que ça a été un élément décisif pour votre arrivée? Il fallait que les autorités soient d'accord? Oui, parce que ça, c'est le système des Nations Unies. On ne peut pas rentrer dans un pays. Pas. Non, aucun pays, on n'a oui, pas mais même si, comme nous l'évoquons à l'entame, il y avait la situation de 2005 qui imposait une surveillance. Oui, mais imposer, c'est un mot trop fort. Je dis ça pourquoi? Parce que, vous savez, les Nations Unies, c'est un système intergouvernemental. C'est les États membres qui décident.
C'est eux qui nous ont donné tous ces principes. Donc, c'est à eux aussi que nous ferons référence. Donc, si vous regardez dans le monde entier, même aujourd'hui, il y a des pays où il y a les graves situations des droits de l'homme, mais nous n'avons pas accès. Nous travaillons peut-être autour de ce pays, mais on ne peut pas rentrer. Donc, s'il n'y a pas eu cet accord, on ne peut pas s'imposer. C'est la raison pour laquelle j'ai souligné le fait que le rapport de Doudou Diène a donné des recommandations. Les recommandations sont soumises aux autorités concernées et c'est à eux de dire oui ou non. S'il dit non, on peut négocier. Mais s'il dit non, on ne peut rien faire. Peut-être si le gouvernement avait dit non, on peut s'installer au Bénin ou je sais pas où pour voir qu'est-ce qui se passe, mais ça, ce n'est pas assez efficace. Donc, pour nous, c'était important que le gouvernement a accepté. C'est eux-mêmes qui ont dit que c'est ces recommandations-là. Il faut qu'on commence par ça, que les autres recommandations vont se suivre, parce que les autres recommandations, c'était les recommandations qui sont dans le contenu de travail que nous avons pu amener dans ce pays. Madame Igué, nous allons suivre ce reportage-là, qui est en fait un dossier qui résume un peu le bilan de ce que le HCDH a pu faire au Togo. C'est suite aux violences post-électorales de 2005 que les bureaux du Haut Commissariat ont été ouverts au Togo en novembre 2006. Objectif de sa présence, mettre fin à toutes sortes de violences et constituer un instrument de dissuasion aux éventuels récidivistes. À la suite d'un accord avec le gouvernement togolais, le HCDH a multiplié des actions sur le terrain en faveur de la promotion des droits de l'homme. Son mandat était notamment de veiller au respect des principes des droits de l'homme et du droit international humanitaire, de conseiller et d'assister les autorités togolaises sur les stratégies et les mesures à mettre en œuvre pour promouvoir et protéger les droits de l'homme au Togo. De 2006 à 2015, le bureau a apporté un appui au gouvernement dans la mise en œuvre de ses obligations. Nous avons aidé à changer un peu la situation par rapport aux violences liées au processus électoral. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, après 4 élections que nous avons assisté à faire le travail de promotion des non-violences et respect des droits de l'homme, cette dernière élection, nos observateurs, 800 observateurs sur le terrain, nous a ramené le rapport qui nous montrait que vraiment le taux de violence et violation des droits de l'homme a vraiment baissé. Pour la société civile, le HCDH a pleinement joué sa partition en matière du respect des droits humains. Sur le règlement des crises, ils ont été présents pour faire pression sur le gouvernement dans le respect des droits de l'homme. Ils ont été présents pour renforcer la capacité des acteurs de la société civile. Ils ont été présents pour la documentation sur un certain nombre d'éléments des Nations Unies. Ils ont été présents, ils ont fait beaucoup. Ces 9 ans de présence au Togo sont une bonne nouvelle pour les droits de l'homme. Mais tout n'a pas été fait. Parmi les nombreux sujets qui tiennent à cœur à la société civile, celui de la justice transitionnelle n'a pas été mené à terme par le HCDH. Mon seul regret, c'est qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout de la justice transitionnelle. On dira ce qu'on veut. Pour nous, il était très important de respecter entièrement les 4 piliers de la justice transitionnelle. Le HCDH aurait dû pousser encore les choses pour pouvoir le faire. En partant, ils ont quand même le mérite de demander à l'Assemblée nationale de voter finalement ce code pénal que nous attendons depuis. Il faut saluer les activités menées par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme durant ces 9 ans passés au Togo. Les primats des droits humains semblent être un lointain souvenir. Depuis 2007, les 4 élections que le Togo a connues se sont déroulées sans heurts et les autorités n'ont pas intérêt à faire retomber le pays dans la spirale de la violence. Le départ du HCDH est un peu comme un passage de témoin aux organisations de la société civile qui veillent au respect des droits de l'homme. Elles doivent désormais reprendre le flambeau de la veille citoyenne. C'était un reportage de Mathieu Gaye. Igué Oula Tukumbo, je vous ai vu sourire pendant tout cet élément. On va revenir en détail sur le bilan, c'est ça qui vous faisait sourire. Mais dites-nous, qu'est-ce qui explique, qu'est-ce qui justifie votre départ? Bon, le départ du bureau est justifié par un fait très simple et peut-être un peu triste, c'est la question de la situation financière du bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme global, c'est-à-dire au siège. Comme je vous avais dit tout à l'heure,
nous avons une responsabilité pour la protection et promotion des droits de l'homme dans le monde entier. Et nous sommes le 3e pilier, c'est-à-dire le droit de l'homme, c'est le 3e pilier des Nations Unies, mais nous avons accès à seulement 3% du budget régulier des Nations Unies. Donc, tous ces problèmes dans le monde entier, j'ai dit à mes amis hier ou avant-hier que des fois, quand on voit la raison pour laquelle, quand on parle des questions financières, les gens ne comprennent pas. Si vous avez à acheter une voiture blindée, ou 2 ou 3, pour surveiller la situation des droits de l'homme dans un pays où vraiment les bombes sont en train de tomber, ce n'est pas la même chose quand tu es dans un pays comme ici, où c'est juste, on peut dire, on n'est pas dans un, on n'est pas on peut circuler librement, il n'y a pas de problème. Donc, c'est toujours la question des choix pour le bureau, le choix que le bureau même ne voulait pas prendre. Et quand je dis bureau, je parle de notre siège. Mais qu'est-ce qu'on peut? Nous avons des crises dans les pays où vraiment la situation est grave. Nous avons besoin des ressources pour que les officiers des droits de l'homme circulent et tout. Donc, il faut que le commissaire fasse un choix. Donc, il a fait ce choix d'essayer de voir dans tout le monde entier où nous avons des présences sur le terrain, où on peut dire qu'il y a des avancées. Mais n'oubliez pas aussi que la présence de HCDH sur le terrain, ce n'est pas dans tous les pays. Et en Afrique de l'Ouest, nous avons seulement 2 bureaux comme la nôtre ici. C'est en Guinée et ici au Togo. C'était même Togo avant Guinée. Et il y a les pays, même dans la sous-région, qui attendent depuis pour voir si on peut ouvrir un bureau chez eux. Nous avons des autres types de présences. Les présences que nous avons dans les pays où il y a les missions de maintien de l'ordre, de maintien de la paix, comme le Libéria, le Sierra Leone, la Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau. Et aussi, nous avons ce qu'on appelle les conseillers aux droits de l'homme. Et nous avons un conseiller au Niger. Et je pense peut-être bientôt même en Sierra Leone, parce qu'il faut fermer définitivement la présence aussi en Sierra Leone. Bon, donc pour nous, c'est un choix vraiment très difficile à faire, mais bon, quand ça tombe, et nous, on prend la responsabilité. Mais je dis aussi que comme le bureau n'a pas ce luxe d'être partout, nous avons le système de rester engagé avec tous les pays. Donc, pour le Togo, de Dakar, où nous avons notre bureau régional qui bientôt sera un peu plus renforcé, et aussi de Genève, où forcément tous les pays dans le monde entier sont connectés, on se connecte avec tous les pays, on va continuer à suivre la situation. J'imagine même qu'une attention particulière sera mise sur le Togo, parce que on a eu un bureau et on a fermé totalement, et pour le moment, nous n'avons pas une formule d'une présence de transition ou transitionnelle pour essayer au moins de minimiser le choc. Mais je peux vous assurer que le commissaire, l'adjoint, tous nos hiérarchies là-bas en train de réfléchir. Et comme vous le savez, il y a mon collègue qui était aussi ici à côté de nous, qui est le chef du bureau Afrique à ce moment. Il a bien exprimé que lui, comme moi, nous avons un attachement à ce bureau au Togo, parce que c'est avec lui que je suis venue à l'époque pour négocier l'établissement du bureau. Donc, nous aussi, nous ne voulons pas voir, et vraiment, on va essayer de faire notre mieux, d'assurer que la situation s'améliore en plus de lieu de se régresser. Parce que, quand on vous entend, on sent que vous avez un pincement de cœur en partant. Ce n'est pas de gaieté de cœur, mais dites-nous, est-ce que la décision de votre fermeture est venue de vous, du Togo, ou bien c'est du headquarter? Non, c'est du siège. C'est du siège. Normalement, nous avons parlé d'un processus de sortie, de exit strategy. L'exit strategy devrait nous amener peut-être dans 1 an, 2 ans plus. Mais comme on a eu ce choc financier au siège, vraiment le siège était un peu bousculé. Donc ils
ils ont vraiment regardé rapidement dans le monde entier. Et nous ne sommes pas le seul bureau à être fermé, hein, mais nous sommes le bureau que vous connaissez parce que nous sommes ici. Donc, c'est comme ça que ça a été fait. Il y a un pays même où on avait eu plus que 100 staff, mais le bureau est fermé aujourd'hui. Bon, c'est les mêmes raisons financières, mais raisons financières en disant que bon, nous avons tout ça, on ne sait pas si on a assez d'impact. Mais ici, c'est plutôt, on a un peu d'impact. Et donc, peut-être, si on se retire, ça ne va pas être trop grave. Alors, on est étonné d'entendre dire que les Nations Unies n'ont pas les moyens. Oui, parce que les Nations Unies, c'est les États membres. Et les États membres font ce qu'ils veulent, non? Parce que nous avons 3 piliers, comme vous le savez, le paix, sécurité, développement et droits de l'homme. Bon, droits de l'homme, toujours le parent pauvre. Le parent pauvre, oui. 3%, vous avez dit. 3% de budget régulier, donc il faut toujours dépendre sur les autres fonds volontaires, et ce n'est pas évident. C'est les mêmes États membres, c'est les mêmes contributeurs qui ont mis leur argent dans le budget régulier, qui vont essayer de chercher, et eux aussi, n'oubliez pas que ça dépend de la situation, ça dépend de leur intérêt, ça dépend de beaucoup de choses même. Alors, vous êtes arrivé en 2006 au Togo, on ne cessera jamais de le dire, c'était au lendemain d'une élection qui a fini en bain de sang, il faut le dire comme ça. Qu'est-ce que vous avez pu faire? Bon, nous pensons que c'est le bilan que les uns et les autres font, et nous, on s'associe à ça. Je pense d'abord le fait que nous avons essayé de montrer une stratégie de prévention des violations des droits de l'homme et essayer d'associer tous nos partenaires stratégiques, le gouvernement eux-mêmes, parce qu'ils ont les premiers responsables pour pour toutes les activités pour assurer l'amélioration des droits de l'homme, les institutions nationales, la Commission nationale des droits de l'homme, des autres institutions comme la HAC et tout, et aussi la société civile. Nous avons aussi essayé d'avoir un lien direct avec les victimes. Comme ça, on a reçu beaucoup de plaintes de différentes typologies de violations des droits de l'homme. Il y a ceux que nous avons traités directement, il y a ceux que nous avons déférés à la Commission nationale des droits de l'homme. Pourquoi? Parce que tout au long de notre existence ici, c'était un de nos principes de ne pas se substituer ni au gouvernement, ni la Commission nationale des droits de l'homme. Il y avait un principe de neutralité. Pas seulement neutralité, mais le fait que la responsabilité de longue haleine, c'est pour eux, ce n'est pas pour nous. Nous, on est là pour appuyer. Et ça, c'était bien clair dans le mandat. Donc, si vous voulez appuyer quelqu'un, il faut lui renforcer sa capacité. Parce qu'il y avait une crainte que votre mission chevauche avec la mission du CNDH, en fait. Bon, en toute honnêteté, c'était presque la même chose. Hein? Oui. Mais je pense que la différence, c'est que bon, nous avons signé un accord. Nous avons eu un mandat de conseiller et en même temps, regarder nous-mêmes. Donc, vous voyez, c'est presque le même mandat, mais vous avez le regard extérieur à ce moment était peut-être plus utile que bon, pour la crise de confiance qui a existé, que peut-être le regard intérieur. Donc, mais nous avons essayé de travailler à tout moment à côté de ces institutions. Comme je l'avais dit, ce n'est pas seulement la CNDH principalement, mais vous parlez de l'inspection de la sécurité, vous parlez de l'inspection du système judiciaire et pénitentiaire, quelque chose comme ça aussi, parce que toutes ces institutions ont été citées dans notre mandat. Nous allons écouter le président du collectif des associations contre l'impunité au Togo, Maoulé Espero, qui fait lui aussi un petit bilan de ce que vous avez pu faire au Togo. L'élément que je redoute le plus, c'est qu'on ne poursuive pas les engagements qui ont été pris pour le respect des droits de l'homme. Il est très facile pour un gouvernement de ne pas respecter entièrement ses engagements dès lors qu'il n'y a pas de moyens de contrainte. Quand vous savez que les Nations Unies sont fondées sur la souveraineté des États et que cet organe, cette institution qui était à Lomé était quand même un atout pour nous pour faire la pression. Et que cet atout-là est en train de partir, vous comprenez que c'est un peu compliqué pour nous. Mais heureusement qu'il y a le HCDH qui existe toujours sur le plan international
et il y a toujours des mécanismes de saisine de ces institutions-là. Et dans le pays, il y a le PNUD qui va rester. Et il y a également des chancelleries qui peuvent toujours nous être d'un secours. Et donc, nous ne disons pas que nous n'avons plus rien à faire. Je dis simplement que c'est l'occasion pour les Togolais eux-mêmes de savoir qu'on peut faire de bonnes choses, et on peut faire des choses grandes pour pouvoir protéger les citoyens togolais. C'était le président du CACIT, Maoulé Spero. Et toutes nos excuses pour la qualité quelque peu défectueuse de cette image. Vous l'avez entendu, hein, ce n'est pas le bilan qu'il a fait, mais il a exprimé un certain regret. Ce regret est partagé par presque toutes les organisations de la société civile de voir partir parce que, disent-elles, c'est un mauvais signal qui envoie la communauté internationale. Oh non, je pense qu'il ne faut pas prendre ça comme ça. Parce que d'abord, comme je vous avais dit tout à l'heure, nous n'avons pas l'habitude de rester éternellement dans un pays. Et même si on ne va pas partir aujourd'hui, tôt ou tard, il faut qu'on parte. Pourquoi? Parce que le premier responsable pour ce problème des droits de l'homme, c'est l'État. Et dans le système des Nations Unies, ou avec l'appui du système des Nations Unies, l'idée de l'institution nationale aussi était mise sous pied. Il y a beaucoup de pays, même autour de vous ici, où on n'a pas de bureau, comme je vous avais dit. Est-ce que ça veut dire... Ces pays n'ont pas connu la même situation que nous. C'est pas totalement vrai. Hein? Que ce pays-là n'a pas connu. Et je pense que ce qu'on peut dire ici, c'est que nous avons pris un engagement et nous avons essayé de mettre même les nationaux dans tout ce travail que nous avons fait. Et je pense que M. Spero lui-même a dit qu'on a fait de renforcement des capacités même de la société civile et aussi la Commission nationale. C'est vrai qu'aujourd'hui, si dans ce bilan, je dirais que si vous me posez la question si j'ai un petit regret sur quelque chose, je vais dire par exemple qu'on part à un moment donné, à un moment que la Commission nationale des droits de l'homme n'est pas à l'auteur, au niveau que nous souhaitons. Parce que nous avons travaillé sur le revue de son mandat, de son fonctionnement. Et nous attendons que ce revue soit faite pour qu'on voit comment la commission va démarrer avec un peu plus d'indépendance et efficacité. Mais ça veut dire que vous partez à un moment où l'institution nationale qui s'occupe des droits de l'homme n'est pas encore au fait, n'est pas au point. Mais tout n'est pas perdu. C'est ça là où je voulais aller. Est-ce que ce n'est pas le danger? Il n'y a pas un danger là-bas? Non, il n'y a pas. Parce que vous étiez l'institution supra-onusienne qui est venue surveiller, et puis notre institution nationale qui doit s'occuper des questions de droits de l'homme n'est pas encore au point, et vous partez. Non, mais mon frère, la vérité c'est quoi? Nous partons physiquement, mais nous sommes toujours engagés avec le Togo. Et même l'institution. Donc, soyez rassurés vraiment que le départ du bureau n'est pas un départ de HCDH de Togo. Et je pense que, si je peux dire ça, ce n'est pas seulement la société civile qui a protesté notre départ. Le premier proteste est venu du gouvernement. C'est eux-mêmes qui ont fait la première protestation. Pas plus tarder que lundi, au Conseil de droits de l'homme, à l'ouverture du Conseil, le représentant du Togo a pris la parole pour regretter le départ du bureau, que la situation des droits de l'homme est toujours fragile et que nous souhaitons qu'au moins pour quelque temps qu'on avance avant de dire que nous partons. Donc, tout le monde a dit, ce n'est pas le souhait du bureau des partis, mais nous avons une force majeure. Maintenant, comment gérer ça? La façon de gérer ça, à mon avis, et c'est ce qu'on est en train de faire. D'abord, pour rassurer la société civile, pour rassurer toutes les couches de la société que le départ physique n'est pas un départ total. Et je pense que M. Spero aussi a fait allusion à la fait que nos collègues du système des Nations Unies, il a cité le PNUD, mais ce n'est pas seulement le PNUD. Parce que nous avons aussi travaillé avec nos collègues et il y a un politique qu'on appelle le Rights Up Front, qui oblige que tout le système des Nations Unies, même si le bureau n'existe pas dans un pays, veiller sur la situation. Veiller, c'est un gros mot, mais au moins
a un regard. Donc, s'il y a un problème ou il voit un problème venu, il peut nous contacter parce qu'ils ont un link direct avec nous. Nous sommes aux Nations Unies, nous sommes tous ensemble. Donc, il y a cette possibilité. Il y a le système de mécanismes spéciaux qui vont continuer à veiller sur les questions sur lesquelles ils ont déjà lancé. Il y a la Commission africaine et il y a aussi, comme j'avais dit, le bureau en direct de Genève ou de Dakar. Et la Commission nationale des droits de l'homme a un lien avec nous, la société civile a un lien avec nous, le gouvernement a un lien avec nous, même si le gouvernement ne va pas venir dire nous on entend de violer le droit des gens, viens nous aider. Mais au moins, on sait que les points d'entrée sont toujours là. Et c'est vrai, quand on est sur le terrain, c'est plus rassurant. Mais je vous disais que le bureau, en tout cas à Genève et à Dakar, vont avoir un regard spécial sur le Togo parce que nous ne voulons pas que vous, comment dire, que tous les acquis que nous avons déjà ensemble mis sous pied soit perdu. Alors, vous avez évoqué là que, au niveau de votre regret, c'est que la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, n'est pas vraiment au point. Ça, c'est un échec que vous mettez dans votre cartable? Échec dans notre cartable, je ne sais pas, parce que nous, en tout cas, nous avons fait notre travail, notre mieux. Ou est-ce que ça n'a pas marché? C'est votre niveau? Non, je pense que nous attendons que, comme au Togo, il y a beaucoup de priorités, nous attendons que la priorité avance vers le renouvellement de statut de la CNDH. Et nous avons eu une assurance. Quand nous avons rencontré les autorités, je pense que le Premier ministre aussi a fait allusion à ça. Et je pense que tout le monde sait que c'est dans l'intérêt national que cette institution fonctionne. Même parce qu'il a le même... D'abord, il faut qu'il conseille le gouvernement, mais en même temps, il faut qu'il aide le gouvernement quand il... qu'il aide... Oui, aide le gouvernement aussi, aide les victimes quand il y a une situation de tension sur les questions liées aux droits de l'homme. Mais est-ce que en partant, vous posez la question, qu'est-ce que sont en train de ressentir les victimes? Oui, parce qu'il y a pas mal de gens qui nous ont appelés, qui nous ont contactés, qui nous ont écrit. Mais nous avons une responsabilité de continuer à rassurer les gens. Parce que je pense que aujourd'hui, nous partons avec un peu d'espoir que les acquis que nous avons vraiment acquis ne peut pas juste ne peut pas se perdre juste comme ça. Et j'ai dit qu'on va rester vigilant. J'insiste sur ça. Parce que le bureau... Est-ce que ce n'est pas un discours de circonstance? Ce n'est pas un discours... Vous partez, vous dites, bon, on va rester là, on va vous surveiller quand même. Non, ce n'est pas un discours de circonstance. Nous avons une responsabilité. L'État a une responsabilité. Tout le monde a une responsabilité. Donc, je dis ça avec beaucoup de franchise. Hein. Ce n'est pas un discours de circonstance du tout. Et le message que mon collègue aussi a amené, c'est pour aussi rassurer tout le monde que nous pas physiquement, mais on va rester vigilants sur la question. Pendant ces presque 9 années de présence au Togo, comment a été votre collaboration avec le gouvernement d'abord? Bon, c'était... comme notre relation avec... je peux dire tous les acteurs, c'était un peu... Ça dépend de la situation. Mais je pense qu'on a trouvé un plateau d'entente à un moment donné parce que comme c'est le gouvernement qui était d'accord sur le fait que nous, on vient s'installer, nous avons un accord, nous on a resté sous notre accord. Donc même si au début les gens ne comprennent pas comment un bureau ou quelqu'un va venir leur poser la question pourquoi vous faisiez les choses comme ça. Et vous vous rappelez, à l'époque, c'était aussi moi, et toute neuve, et avec le petit français que j'ai. Qui s'est beaucoup amélioré. Hein. C'était un peu... Des fois, c'était un peu difficile. Et j'ai senti à l'époque aussi qu'il y a ceux qui
pensais que, bon, nous sommes une ONG internationale. Donc, plusieurs fois, j'ai eu à expliquer la nature d'un bureau des Nations Unies à quelques ministres ou même responsables, de lui expliquer que nous ne sommes pas une organisation non gouvernementale. C'est avec leur accord que nous sommes là. Donc, nous avons une obligation d'assurer que ce que nous avons mis dans cet accord, on se tient à ça pour évoluer. Mais si on n'arrive pas à faire ça, donc il faut revoir l'accord. Et donc, je pense qu'avec ça, on a pu rassurer. Et je pense qu'aussi, il faut le dire, on a vu une volonté. On a vu les autorités parler, même si tout le monde n'est pas complètement compris cette vision ou cette mission ou n'a pas totalement suivi ce que leurs patrons ont dit, mais au fur et à mesure, on a pu s'intégrer et discuter avec les différents acteurs. Et même au niveau de la société civile, il y a ceux qui ont pensé que nous étions là pour montrer sur le créneau, parler chaque jour, qui n'est pas c'est pas ça le fond de notre métier. Et aussi, je pense que même avec vos collègues dans les médias, ceux qui disent ah oui, ils sont muets, toutes sortes de noms, ils nous ont appelés, mais ça fait partie du processus de sensibilisation. Je pense que le Togolais connaît un peu mieux comment fonctionne le bureau du Haut-Commissariat aux droits de l'homme ou les Nations Unies tout en général aujourd'hui qu'en 2006. En tout cas, c'est mon avis. Parce que aujourd'hui, même s'il y a ceux qui toujours attendaient que nous, on va prendre leur place ou nous, on va devenir un bureau activiste des droits de l'homme, je pense que maintenant, ils ont vu que ce n'est pas à nous de substituer aux autorités ou à la CNDH ou à la société civile. Et comme M. Spero lui a bien dit, c'est à eux maintenant d'utiliser, de prendre la relève et utiliser tout ce qu'ils ont tiré de notre côté pour continuer ce travail. Donc vous estimez aujourd'hui que la collaboration avec le gouvernement a été franche, vous avez eu la tâche facile de tous les côtés? La tâche n'était pas facile de tous les côtés. C'était franche, mais la tâche n'était pas facile à tous les côtés, c'est ça que je dis. Mais au fur et à mesure, on a essayé de s'expliquer et nous avons pu sortir. Maintenant, avec la société civile, comment vous avez travaillé? Nous, avec la société civile, pour nous, c'est les partenaires incontournables. Donc, nous avons essayé de s'engager avec eux, même pour ceux qui, à un moment donné, ont décidé, je dirais, de rentrer trop dans c'est-à-dire qui ont créé un peu de... je voulais être clair avec ce mot, qui ont franchi la ligne très fin entre le droit de l'homme et la politique. Parce que c'est une ligne très fine. Mais une chose sur laquelle nous avons resté, dès que nous avons vu ça arriver, c'est que nous sommes clairs dans notre tête. Protection et promotion des droits de l'homme est liée à la consolidation de la démocratie. Mais il y a une différence entre le travail de quelqu'un qui est défenseur des droits de l'homme et quelqu'un qui est politicien. Donc, c'est important que le défenseur des droits de l'homme reste au milieu. C'est une neutralité très difficile à gérer des fois. Quand on est passionnant, mais il faut le faire. Pourquoi? Parce que si nous, qui devrions faire le monitoring de la situation des droits de l'homme, sont les mêmes personnes qui ont organisé les manifestations, je pense qu'on ne peut pas être jugé parti au même temps. Donc, des fois, on a eu un peu de tension dans ce sens. Mais sinon, je pense qu'on a travaillé avec un respect mutuel avec nos collègues de la société civile. Et je voulais saisir cette opportunité aussi de les remercier beaucoup pour leur appui à notre bureau. Parce que
surtout en dehors de Lomé. C'est sous eux que nous avons reposé. Nous avons essayé de renforcer leurs capacités et c'est par eux, la société civile, que nous avons eu beaucoup d'informations sur lesquelles nous avons pu réagir. Alors, cette collaboration que vous avez avec la société civile, là, est-ce que vous faisiez un travail sur le terrain ou bien c'était juste des séminaires, des ateliers, des sensibilisations? Il y avait un véritable travail sur le terrain? Oui, parce que comme je vous ai dit, c'était eux-mêmes les yeux et les oreilles que nous avons. Oui, parce que vous savez, au Togo, nous sommes vraiment habitués aux séminaires, aux ateliers, on rassemble les gens, on parle des droits de l'homme pendant 2-3 jours, on ne sait plus ce que deviennent après les recommandations. Non, nous avons fait plus que ça. Je pense que les processus, surtout le travail que nous avons fait avec les défenseurs des droits de l'homme, n'était pas les séminaires de 2 jours, 3 jours. Nous avons vraiment investi dans une série de formations, des ateliers de formation sur les différents composants de notre travail. C'est comme nous avons eu une prémonition que bientôt on va partir, mais je remercie vraiment mes collègues qui ont eu l'idée de dire, mais madame, il faut qu'on commence une série de formations et tout pour outiller nos collègues qui travaillent sur le terrain. Comme ça, ils vont, avec l'information et les expériences que nous, on va partager avec eux, voir ce qui est utile pour nous comme information et tout. Donc, c'était pour nous aider pour leur aider à nous aider aussi en même temps. Aujourd'hui que nous partons, c'est plus que 100 et quelques collègues de la société civile qui ont suivi cette formation continue. Aujourd'hui, ils peuvent continuer à faire le travail. En plus de ça, nous avons travaillé avec presque de 800 observateurs des droits de l'homme. Je dis entre 600 et 800 parce qu'on a commencé et on a augmenté le nombre au fur et à mesure. De 2007 à 2015, je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui au Togo, il y a au moins 600 observateurs des droits de l'homme qui peuvent jouer le même rôle si dans une autre élection, un de nos collègues institutions ou une institution nationale a besoin des observateurs pour faire le monitoring de la situation des droits de l'homme autour du processus électoral. Donc pour nous, c'est les acquis qui sont importants. Et je pense aussi que le travail que nous avons fait avec, par exemple, les forces de l'ordre au Togo, ce n'est pas totalement parfait, mais je pense qu'on a vu un changement et ce changement, c'est important de continuer à le consolider. Et c'est important de continuer à y travailler et c'est avec l'appui des collègues comme la société civile ou une commission nationale des droits de l'homme renforcée qu'on peut aussi assurer que ces acquis-là seront pérennisés. Et pendant ce temps, quels sont les gros chantiers que vous avez attaqués? Bon, pendant cette période, nous avons été vraiment engagés sur les questions de justice transitionnelle. C'est vrai que, comme l'a dit Espero, vous avez échoué. Hein? Je ne sais pas s'il avait dit qu'on avait échoué ou il avait dit qu'on n'a pas, selon lui, terminé ce qu'on devait faire. Et je ne suis pas là pour me défendre, mais je suis là pour dire quelque chose. D'abord, nous avons initié un processus qui n'était pas facile, parce que nous avons, c'est vrai, l'accord politique global avait parlé de ça, mais la façon que l'accord politique global avait défini ce qui va être fait et ce que nous avons pu faire après, je pense qu'il faut féliciter les Togolais, l'autorité et les acteurs qui ont pu assurer ça. Bon, oui, la mise en œuvre des recommandations des commissions Vérité, Justice et Réconciliation est toujours, je dirais, comme on dit en anglais, le weak link dans ce processus, dans tous les pays. Et ce que nous avons essayé de faire, c'est de continuer à mettre pression sur utiliser la volonté qui a été exprimée dès le début et travailler sur ça pour faire sortir les recommandations et pour faire aider le gouvernement à adopter le livre blanc qu'ils ont finalement adopté et maintenant la mise en œuvre sous pied de cette commission au commissariat de réconciliation et l'unité nationale. Et je vous dis que depuis l'établissement de la commission,
nous travaillons avec eux chaque jour. Et nous resterons engagés. C'est à cause de ça que je dis, on part physiquement, mais il y a nous-mêmes, on est conscients de la fait qu'il y a les acquis. Il faut continuer à appuyer le Togo pour la réalisation. Un de ces acquis, c'est le processus de justice transitionnelle. Il y a l'aspect justice, que vous-même, vous vous rappelez, n'était pas dans le cadre qui a été défini au début par l'APG. C'est grâce aux consultations nationales que nous avons amené ça. Et nous avons vu qu'à la fin du travail de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, laquelle je salue encore vraiment l'efficacité et l'engagement de tous les membres de la commission sous le guide de Monseigneur Nicodème Bariga, les résultats étaient par rapport à l'attente. Je pense que c'était bien, c'était beaucoup atteint. Vérité, justice. Il y a un multiple type de justice. Dans le cadre le droit à la vérité, je pense que vous avez arrivé à un niveau, un bon niveau. Maintenant, le recours à la justice formelle. Il y a eu beaucoup je dirais, peut-être je dis l'obstacle, qu'on m'a expliqué est beaucoup lié aussi à l'absence soit des possibilités dans la loi d'avancer ou une volonté qui n'était pas totalement exprimée, une volonté politique pas totalement exprimée. Mais moi, je dirais à mes collègues de la société civile, nous connaissons ce processus, même nous avons étudié des autres pays. Il ne faut pas perdre l'espoir. Il faut continuer à se battre pour que ceux qui voulaient utiliser la justice formelle avancent avec leurs plaintes. On a vu dans les pays où les gens ont commencé 30 ans après, ils ont eu finalement la justice. Nous ne le souhaitons pas. Mais si dans la loi, il n'y a pas une définition d'un crime, et donc il n'y a pas les peines, il faut revoir la loi. Si ça prend du temps, il faut qu'on continue à pousser pour avoir ces lois. Parce que, comme l'a dit un des participants à l'atelier que nous avons fait, on ne peut pas faire les gymnastiques avec la loi. C'est très compliqué, très difficile. Donc, je dirais que oui, on peut dire que dans le cadre international, il y a des principes à utiliser, mais pour beaucoup de nos juges, surtout dans vos systèmes francophones, ils ont beaucoup de difficultés à traduire un principe international comme la loi nationale. Donc, l'aspect d'harmonisation de la loi nationale avec les obligations internationales est aussi quelque chose dans laquelle nous avons été engagés et nous resterons engagés jusqu'à l'adoption du code pénal et le code procédure pénale, parce que sans ça, on ne peut pas faire la mise en œuvre du code pénal. En plus, on avait déjà parlé de monitoring autour du processus électoral, mais il y a aussi le monitoring des manifestations quotidiennes qui n'étaient pas liées, c'est-à-dire qui n'étaient pas dans la période électorale, mais peut-être liées. Je pense que le travail qui a été fait pour l'adoption de la loi de 2011 sur la manifestation aussi, la fameuse loi Bourdiona, est aussi quelque chose que nous avons, sur laquelle nous avons appuyé le gouvernement et le peuple togolais. Aussi, je pense que le travail que nous avons fait autour de la ratification, la mise en œuvre de la ratification et la mise en œuvre des obligations de l'État, le processus EPU, la ratification des 6 déjà de conventions traitées, les visites deux rapporteurs spéciaux plus un comité visitent un pays dans 6 ans, entre 6 et 8 ans, dans 8 ans, si c'est un pays qui n'est pas en guerre,
vraiment, c'est un record des fois aux Nations Unies parce que les rapporteurs spéciaux même couvrent tous les pays. Donc, c'est eux qui font le choix. Je vais ici, je vais là-bas. Il faut mettre pression sur eux aussi des fois pour dire, mais le pays là dit que vous pouvez venir. Pourquoi vous ne venez pas? Il dit, ah non, mais j'ai une autre priorité quelque part. Parce que les moyens aussi leur fait de défaut. Les moyens sont limités. Donc, c'est quelques activités sur lesquelles nous allons approfondir tout cela bientôt, mais avant, on va écouter encore Maoulé Spero, président du CACIS. On va encore l'écouter. Sur le règlement des crises, ils ont été présents pour faire pression sur le gouvernement dans le respect des droits de l'homme. Ils ont été présents pour renforcer la capacité des acteurs de la société civile. Ils ont été présents pour la documentation sur un certain nombre d'éléments des Nations Unies. Ils ont été présents, ils ont fait beaucoup. Mais bon, moi, mon seul regret, c'est qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout de la justice transitionnelle. On dira ce qu'on veut. Pour nous, il était très important de respecter entièrement les 4 piliers de la justice transitionnelle, que sont la justice, la garantie de non-répétition et la réparation. Le Togo n'a commencé que par faire la vérité. Et au moment où on déposait les rapports, la CVJR avait bien précisé que même cette partie-là n'est pas terminée et qu'on a dit dans les recommandations que ça doit se poursuivre. Donc on n'a même pas fait entièrement la vérité. Il reste les 3 piliers qui sont là, qui n'ont jamais été entamés. Et le HCDH aurait dû pousser encore les choses pour pouvoir le faire. En partant, ils ont quand même le mérite de demander à l'Assemblée nationale de voter finalement ce code pénal que nous attendons depuis. Espérons que ce code-là va être voté avant qu'il ne soit définitivement parti, parce qu'on ne sait jamais, l'Assemblée peut encore rejeter, et donc ça veut dire qu'on va encore attendre peut-être encore 3 ans ou 5 ans avant que le code pénal ne soit voté. Et ce serait vraiment une régression de la démocratie dans notre pays. Madame Olato Kumbo, vous avez dû le constater, il y a encore beaucoup d'espérance. Vraiment, vous avez fait un travail, mais les organisations de la société civile sont encore dans plusieurs attentes. Les chantiers ne sont pas achevés. Oui, je sais que le chantier n'est pas achevé, mais nous avons une responsabilité avec eux. Donc, nous, on va continuer la responsabilité. Oui, on partage la responsabilité avec eux. On va continuer à appuyer la société civile pour qu'ils continuent à pousser. Et mais, je répète encore une fois, nous resterons engagés. Dans cette question de justice transitionnelle, je voulais encore une fois... Oui, puisqu'ils s'inquiètent de cela. Oui, et je voulais encore faire référence même à un pays comme la Sierra Leone. Je me rappelais l'année que la commission a déposé son rapport. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que tout était fait? Non. Même l'Afrique du Sud, que nous appelons, citons comme un exemple, ce n'est pas fini. Mais on vous dira que comparaison n'est pas raison. Bon, on peut dire ça. Mais c'est la raison aussi pour laquelle nous devrons regarder et voir notre réalité en faisant les choses. Donc, ici au Togo, vous avez commencé un processus. Et le processus reste toujours en cours. Maintenant, il ne faut pas se décourager en disant que HCDH part, donc tout n'est pas fini, HCDH part. HCDH part physiquement, mais HCDH reste engagé. Parce que nous aussi, nous ne voulons pas voir une régression. Donc, nous sommes engagés pour continuer ce processus. Et surtout, dans les autres pays que j'ai cités aussi, Sierra Leone, on a presque fermé notre porte. On a même, ça fait 4-5 ans. Parce qu'on a laissé juste une petite trace. Et c'est sous ça que j'ai dit que même la discussion continue sur quelle formule on peut aussi essayer de chercher, voir pour continuer ce travail. Mais je dirais que nous resterons vraiment engagés sur ces questions. La question de justice transitionnelle nous tient à cœur, comme la question d'adoption des lois, comme la question de renforcement des capacités ou des capacités institutionnelles de la Commission nationale des droits de l'homme, parce que nous ne voulons pas venir ouvrir notre bureau. Même si c'est pour cette seule raison, nous avons une responsabilité de rester engagés. Donc, je pense que, je sais que le choc immédiat fait que beaucoup de gens entendent de s'exprimer, mais j'espère que d'ici 1 an, les gens vont dire, ah, ok, voilà, le HCDH
est parti, mais ils ne sont pas totalement partis parce qu'on a vu quelques mouvements et quelques engagements concrets, même de la part de nos bureaux de Genève et de Dakar. En parlant tout à l'heure, Maurice Perrault a dit que vous avez fait pression, je reprends ces mots, pression sur le gouvernement, et il a cité les domaines dans lesquels vous avez fait pression. Est-ce que c'est comme ça a été? C'était une pression ou... Bon, pression. Bon, vous savez, les mots sont ce qu'ils ont. Hein. Pression, oui. Des fois, c'est pression. Des fois, c'est... La négociation. C'est la discussion, c'est la négociation. Mais je dis, vraiment, dans le domaine des droits de l'homme, c'est toujours comme ça. Hein. C'est toujours comme ça. Les mêmes États membres qui adoptent un texte à cause d'une situation à une autre, décident de laisser ça, ou peut-être à cause de ce qu'ils considèrent leur priorité. Et n'oubliez pas que j'ai dit même que dans le système des Nations Unies, nous mettons pression. Même sur notre système, pour que tout le système accepte que sans le droit de l'homme, la paix et le développement, la paix et la sécurité et le développement ne peuvent pas s'atteindre. Il y a un fameux rapport de l'ancien secrétaire général Kofi Annan qui a dit que oui, nous avons la paix, et il n'y a pas de paix sans la sécurité, et sécurité sans la paix, il n'y a pas de développement aussi sans la paix et tout, mais la paix, développement et sécurité, il ne va pas avoir sans le droit de l'homme. C'est ce message de Kofi Annan qui a fait même augmenter notre budget de 2 points quelque chose, virgule quelque chose, à 3%. Donc, vous voyez que ces questions des droits de l'homme, beaucoup aiment parler de ça, mais trop peu sont vraiment prêts à s'engager totalement. Et deux fois aussi, je pense qu'il y a une malcompréhension de l'importance et de l'impact des droits de l'homme. Et moi, j'ai l'habitude de partager, quand je partageais avec surtout ceux qui sont de l'autorité, de dire, bon, aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler des droits de l'homme. Peut-être demain, c'est vous-même qui va faire recours à nous pour vous aider si votre droit aussi est violé. Parce que ça arrive, c'est possible. Et nous avons vu ça arriver dans beaucoup de pays. Donc, quand il parlait de pression, il a évoqué les domaines et il parle aussi du code pénal où votre pression a quand même commencé par payer. Là, quel a été le travail qui a été fait en amont? Bon, c'est le plaidoyer. On appelle ça pression, mais on fait le plaidoyer. Il faut, je répète encore, quand on est dans le pays où toute chose est prioritaire, des fois, ce n'est pas parce que quelqu'un ne veut pas le code pénal, mais c'est parce qu'il y a des autres priorités. Je pense qu'on a passé le premier 5 ou 4 ou 5 mois de cette année, on était dans l'élection. Donc, c'est pas le code pénal. C'était pas le code pénal. Donc, pour nous, peut-être c'est le code pénal, même plus avant que ça, mais il y a toujours un événement qui vient et tout ça. Mais nous avons resté engagés, nous avons utilisé tous les moyens possibles de faire pousser. Et je rends grâce à Dieu qu'aujourd'hui, au moins, la discussion est en cours. Et moi, j'espère, et je prie aussi, que la fête que les membres, les honorables ont décidé de se retirer, c'est pour nous montrer qu'ils ne sont pas prêts à rejeter le document, mais ils étaient prêts à examiner au fond ce document pour sortir vraiment quelque chose qui va maintenant aller à leur plénière avec... peut-être avec la formalité, pas beaucoup de débats. Parce que là-bas, à Palimé, c'était la commission de loi, plus aussi la commission des droits de l'homme, plus le président des autres commissions. Donc, plus que 40 honorables à Palimé dans une semaine pour pencher sur plus que 1000 articles d'un code pénal. Je pense que c'est quelque chose à saluer qu'ils ont pris cet engagement. Donc, Igé Oula, nous allons maintenant écouter une dernière intervention dans cette émission. C'est celle du Premier ministre Selom Klassou. Voilà. Aujourd'hui, que notre pays est sur une bonne lancée en termes de progrès unanimement reconnus, ce qui justifie en grande partie la fin
de la présence de votre bureau au Togo, je voudrais vous rassurer que l'évolution positive actuelle de la situation des droits de l'homme dans le pays ne nous fera pas arrêter la dynamique. Il n'y a aucun motif sérieux de penser que la fermeture du bureau du Haut Commissariat aux droits de l'homme au Togo va nous ramener à la recrudescence des violations des droits de l'homme. Je puis rassurer les uns et les autres que ce prochain passage ne décevra pas vos attentes. Une réaction d'abord. Non, j'étais à côté du Premier ministre quand il a fait le discours. Je pense que c'est quelque chose qu'on devrait attendre d'un gouvernement pour assurer sa population qui resteront engagés. Parce que, comme je vous avais dit, ils ont fait les démarches pour que le bureau reste. Mais eux aussi, ils sont un État membre, donc ils connaissent toutes ces questions des financements. Mais ils savent aussi que c'est eux le premier responsable pour ce processus. Et je pense que c'était pour rassurer les Togolais que la fête qu'on va partir ne dirait pas que les choses vont régresser. Donc nous, on a apprécié ça comme ça. On a écouté dans le premier reportage qu'on avait passé où vous brossiez un peu le bilan. Vous avez eu une phrase là en relevant les avancées que le Togo a enregistrées. Vous avez dit les taux, le taux a vraiment baissé en parlant des violences et tout ça. Est-ce que réellement c'est votre sentiment aujourd'hui que le Togo est sur la bonne voie? Non, moi je dirais que le Togo est sur la bonne voie. Tout n'est pas parfait et je répète, j'avais dit ça plusieurs fois et je continue à le répéter. Je n'ai pas dit que tout est parfait. Je dis, vous êtes sur le bon voie. Et je dis ça en utilisant les indicateurs de, par exemple, le nombre de violations des droits de l'homme que nous avons enregistrées en 2007, en 2008, en 2009, ou même la façon, le type de réception que nous avons eu en discutant avec les autorités sur les dossiers. Ou aussi le nombre de violations de droits de l'homme que nous avons enregistrées autour des 4 élections sur lesquelles nous avons assisté. Donc, c'est les indicateurs-là qui nous montraient. Et aussi, bon, je pense que même quand on parle, parce qu'il y a ceux qui disent que la liberté d'expression, ce n'est pas... Bon, je pense que si je me rappelais des discours, des propos, des choses que j'entends des fois, et je me pose la question, s'il va avoir liberté d'expression, il va avoir quoi en plus? Donc, oui, c'est vrai que ce n'est pas parfait. Vous trouvez qu'on est les meilleurs dans la liberté d'expression? Non, je n'ai pas dit ça. Et je répète, je n'ai pas dit ça. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de liberté d'expression. On peut dire que la relation entre les institutions et les acteurs de médias, et vous savez que votre média n'est pas uni couleur ou uni, qui est aussi... c'est-à-dire dans les questions d'éthique et d'idéontologie au sein même des médias, vous-même, vous avez constaté pendant l'état général. Donc, ce n'est pas moi qui entends de dire quelque chose qui est nouvel ici. Mais je dirais que même ça, par rapport même à quelques pays, c'est vrai qu'on ne fait pas de comparaison. Des fois, je dis, ok, on ne peut pas totalement dire que il n'y a pas liberté d'expression. On peut dire qu'il y a des choses à faire, il y a beaucoup plus de travail à faire. Du côté des institutions régulateurs, du côté gouvernement, mais aussi du côté des médias. Et je pense que la mise en œuvre des recommandations de l'État général de la presse aussi rentre dans une de nos priorités et notre souhait pour voir vraiment ça là commencer. Parce que c'est dans ce processus qu'on peut attaquer les différents problèmes liés à ce clash tout le temps sur la question de liberté d'expression. Vous évoquez là les indicateurs qui vous permettent, vous, de mesurer l'évolution des droits de l'homme dans un pays. Si on prend de votre arrivée en 2006 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que nous avons une courbe qui est descendante? Oui, c'est une courbe qui est descendante. Comme tous les graphes, ce n'est pas une ligne droite, mais quand il y a même les petites bombes et tout,
on voit, c'est-à-dire la fait que même la société, le Togolais, est conscient de son droit, est un peu plus sensible à comment le défendre et a une possibilité de s'exprimer. On a même les émissions que je n'arrive pas à suivre parce que je ne maîtrise pas la langue nationale, on m'explique le contenu de quelques discussions qui se passent là-bas. Et pour moi, même le travail que nous avons fait avec les 40 radios rurales à l'intérieur du pays, sur la sensibilisation, l'engagement des droits de l'homme et les projets, les programmes qu'ils ont fait là-bas, nous montrent que les gens sont plus attentifs maintenant aux questions des droits de l'homme. Ils sont plus conscients aussi des principes, mais peut-être ils n'ont pas tout ce qu'on a besoin pour le défendre et arriver jusqu'au bout. Mais il faut... la base est posée, je dirais, et il faut y travailler maintenant pour arriver. Mais vous savez, encore une fois, je dirais que dans le monde entier, nous n'avons pas de situation parfaite. Nous cherchons, mais non, on n'en a pas. Maintenant, tout ce que nous disons, nous qui travaillons dans ce domaine, nous disons c'est que dès que nous avons un acquis, il ne faut pas le perdre. Il faut toujours chercher à construire sur ça. Comme ça, au fur et à mesure. À l'époque, quand j'étais un peu plus jeune, quand je travaillais dans le droit de l'homme, quand une personne est libérée après 6 ans ou je ne sais pas combien de plaidoyers, quand je rentre à la maison, même si c'est à minuit, à cause de ce boulot, je me sentis, finalement, au moins un. Ça ne dit pas qu'il n'y a pas 500 d'autres. Mais un là, c'est déjà un signe d'espoir sur lequel vous pouvez bâtir. Ça sent un peu, je ne sais pas, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas vraiment tous les enjeux liés à ce travail des droits de l'homme, que peut-être elles pensent que c'est... Non, je suis extrêmement conscient parce que je suis un praticienne de ce métier. Et je sais que ce n'est pas un métier facile du tout. Surtout de côté d'être dans l'institution onusienne où les gens pensent que les Nations Unies ont un pouvoir plus que les États qui l'ont créé ou qui constituent les Nations Unies. Oui, nous parlons et nous exprimons, et aussi vous suivez les déclarations du haut-commissaire. Oui, ils sont importants, ils sont très forts, mais ce n'est pas tout le temps qu'on arrive à changer la situation à cause d'une déclaration. Faire la déclaration, mais passer derrière pour continuer la discussion et rester engagé. Olatogumbo Igué, au moment où vous partez, après 8 ans et plus passés au Togo, quelles sont les recommandations que le HCDH laisse au Togo avant de partir? Je pense que la première recommandation, c'est que il ne faut pas prendre le départ de HCDH comme le départ des droits de l'homme ou l'importance de continuer à respecter et promouvoir les droits de l'homme. En revanche, il faut prendre ça comme, et je pense que quelqu'un a déjà dit ça tout à l'heure, comme un défi pour montrer que nous-mêmes, les nationaux, nous-mêmes, l'autorité, nous sommes engagés. Et nous, on va continuer à même faire mieux que ce que l'HCDH peut nous pousser à faire. Un passage de témoin, en quelque sorte. Je pense que ça, pour moi, c'est la première recommandation. Deuxième recommandation, vers nos amis de la société civile. Il faut qu'ils travaillent ensemble. C'est cette unité entre eux qui va faire la force. Parce que là aussi, eux aussi, ils sont assez éparses dans leurs actions. Ils se combattent entre eux alors qu'ils prétendent... et ils vont continuer à s'affaiblir. Donc, nous avons besoin que la société civile soit ensemble. Ils n'ont pas besoin de tout faire le même travail. Ils n'ont pas besoin d'avoir le même regard. Mais il faut discuter. Mais il faut que les principes des droits de l'homme restent la base de l'engagement et du travail ensemble. Et à la société, en général, je le dis, de ne s'inquiéter pas trop, mais plutôt rester vigilant. Et tout ce qu'ils ont comme connaissance, mettre ça en pratique, mettre ça
courir vers les institutions ou les ONG qui peuvent aider s'il y a un risque de violation des droits de l'homme. Mais le recours à la violence, vraiment, je voulais supplier toute la société de minimiser ce... parce que finalement, on a vu que la violence, ce n'est pas ça qui paye. Et nous avons vu tous les pays où les gens restaient dans cette notion de continuer avec la violence, que finalement, on ne règle pas le problème. Il faut prévenir la situation, les violations des droits de l'homme. Mettre beaucoup d'accent sur ça. Parce que dès qu'il y a une violation, on est en train de traiter après la mort. Il faut prévenir vraiment ces violations. Et à l'endroit du gouvernement? L'endroit du gouvernement, il faut que le gouvernement reste engagé, même augmenter leur niveau d'engagement pour continuer à rassurer la population que notre passage ici, à leur demande, n'était pas inutile et que le gouvernement veut vraiment que la situation des droits de l'homme change. Est-ce qu'il y a des signes concrets que vous voyez le gouvernement montrer, des signes de sa bonne volonté à vouloir monter le niveau des droits de l'homme, comme vous le dites? Quelles sont les actions qu'il doit rapidement faire? Mais je pense que d'abord, tous les adoptions de tous ces documents de laquelle nous avons parlé, le revue de mandat et le fonctionnement de la CNDH, l'adoption rapidement du code pénal, mais aussi l'adoption du code procédure pénale seront des bons signes. Et aussi la mise en œuvre des recommandations de la CVJR, peut-être c'est ça même numéro 1, parce qu'il faut que le Haut Commissariat de réconciliation et l'unité nationale a tous les moyens qu'ils ont besoin de faire le travail et qu'eux aussi se mettent au travail. Et je salue vraiment l'engagement des 3 membres, Madame la Présidente et ce 2 rapporteurs, pour la façon qu'ils ont déjà commencé, même au moment où on peut dire qu'ils n'ont pas tout ce qu'ils ont besoin de faire le travail. Mais je pense que j'espère de le voir un peu plus avec beaucoup d'actions, surtout sur la question de réparation, sur la question de poursuite de la justice et les questions de réformes institutionnelles qui étaient soulignées dans le rapport. On va envisager quelques scénarios pessimistes. Maintenant, si vous partez et que les choses que vous avez citées, comme espérer voir se faire rapidement, ne se font pas. On va frapper la porte pour dire qu'est-ce qui se passe dedans. S'il vous plaît, vous avez ces obligations. N'oubliez pas que toutes ces choses-là que j'ai listées sont dans un rapport ou un autre. Et nous avons ces rapports. Les mécanismes spéciaux des Nations Unies ont les rapports. Le gouvernement a les rapports. Nous avons toutes ces choses-là sont documentées. Donc, dans notre engagement, et n'oubliez pas que le Togo est membre des Nations Unies. Donc, chaque année, on vient au Conseil des droits de l'homme. Il y a les comités des traités des Nations Unies qui vont continuer à poser la question. Donc, si la situation ne évolue pas, il va y avoir beaucoup de rappels. C'est juste des rappels parce que vous dites vous partez, le bureau part physiquement, mais que vous restez, vous allez nous regarder. Comment va se faire justement cette observation-là? Oui, l'observation, c'est un engagement plutôt. Et comme je vous avais dit, déjà, il y a les collègues du système Nations Unies qui devraient trouver une formule de rester engagés dans le sens des aspects d'assistance technique, par exemple. Il faut soutenir quelques expertises. Si par exemple, HCRUN a besoin ou la CNDH a besoin, il faut faire appel à nous. Ils vont servir comme un intermédiaire entre les institutions, le gouvernement et nous. Et aussi, les collègues de Dakar vont faire des visites, je suis sûre, ici au Togo, pour voir encore l'état de la situation avec les différents composants. Nous supposons que ces années que vous avez passées au Togo n'ont pas été sans difficultés. Quelles sont les difficultés qui vous ont le plus marqué vous-même d'abord? Je pense que la seule difficulté qui m'a marqué, c'est le niveau de politisation
de toutes choses ici au Togo. Tout est politisé. Vous portez quelque chose, tout est ce niveau de suspicion et manque de confiance. C'est ça qui m'a vraiment marqué. Et je pars avec beaucoup d'espoir que de plus en plus, on va chercher de résoudre les problèmes politiques et laisser le développement, les aspects sociaux du pays aussi avoir une importance et une croissance pour le bénéfice de la population. Parce que j'ai dit à une émission que pour un Togolais ou un Togolais ordinaire, je dis, comme vous dites, le Togolais lambda, oui. Le droit de l'homme pour lui, c'est quoi? C'est le pain et le beurre sur la table. Droit à la vote, droit de parler, si vous n'avez même pas la force d'aller parler. Parce qu'il y a la pauvreté. Il faut manger d'abord. Il faut que le développement vraiment arrive. Il faut que les gens se sentent dans un espace de développement. Et ça est un espace développé et qu'ils commencent à grandir dans ça. Et tout est lié. Ok, tout est lié, mais il ne faut pas qu'on dise qu'il y a un qui est plus important que l'autre. Il faut que l'interdépendance des droits de l'homme s'affiche vraiment dans ce pays. Et c'est seulement par cette biais, moi, je pense, et c'est à cause de ça que nous avons essayé aussi de s'engager avec ceux qui ont préparé la SCAP et aussi la vision 2030 pour qu'on a dans les perspectives l'importance d'utiliser une approche basée sur les droits de l'homme dans tous ces politiques économiques, sociaux que nous avons dans le pays. Nous allons maintenant évoquer la fermeture. On en a déjà parlé. On va évoquer maintenant la présence de vos autres collègues des Nations Unies au Togo. Vous avez dit qu'il va y avoir comme une sorte de passage. Il faut réfléchir à comment eux vont prendre la relève. C'est un peu cela. Bon, parce que nous avons le PNUD qui est là, qui n'est pas vraiment, c'est pas vraiment les questions des droits de l'homme qui non, c'est pas le premier mandat. Mais comme j'avais dit, après je pense que c'était même 2005, j'ai oublié maintenant l'année où les Nations Unies avait dit que le problème des droits de l'homme, c'est notre problème tout entier. Pourquoi? Parce que si tu travaillais pour FNUAP, par exemple, la population, c'est les êtres humains, c'est leurs droits. OMS, c'est droit à la santé. FAO, c'est agriculture. C'est agriculture, mais c'est la nourriture. Donc, tout ce que nous avons, UNICEF, c'est les enfants. Donc, toutes ces questions-là, toutes ces cibles-là, tous les thèmes autour de lesquels ils travaillent sont des thèmes liés aux droits de l'homme. Donc, il faut que tout le monde augmente leur regard sur les aspects droits de l'homme, que nous avons peut-être fait un peu plus que eux quand on était là. Et quand il y a les signes par rapport aux choses qui sont plus stricto sensu dans les domaines civils et de droits civils et politiques, qui peuvent aboutir aux violations graves et tout, ils vont nous signaler. Mais entre-temps, il y a une discussion aussi pour voir si les visites ou si, comment on peut gérer les visites des collègues qui sont sur le terrain, ou peut-être, pourquoi pas, si nous avons les moyens et la possibilité d'avoir une sorte de conseiller qui sera au bureau de coordinateur résident, qui va avoir la tâche de lire, analyser la situation des droits de l'homme pour eux et pour nous en même temps. C'est-à-dire eux qui sont sur le terrain ici. Et par exemple, ce sera un rôle comme celle de représentant de DPA qu'on appelle le PDA, qui est là. On n'a pas un bureau de DPA ici, mais on a quelqu'un qui fait l'analyse politique. Et à l'époque, c'est nous, le bureau qui fait l'analyse des droits de l'homme. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui peut faire cette analyse aussi, ou un système d'assurer l'analyse. Parce que c'est sur la base de ces analyses qu'on peut voir si,
il faut faire quelque chose tout de suite, ou il faut trouver, ou qu'est-ce qu'on peut faire aussi. Je crois que c'est mardi que vous fermez définitivement. Hein? Oui. Oui, alors donc, après votre départ définitif, selon vous, qu'est-ce que l'ordinaire, le Togolais lambda, comme on vient de le dire, va garder dans sa tête de votre passage? Ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile pour moi, parce que chacun a son opinion. J'espère que tout le monde, ou au moins la majorité, va voir qu'on a été utile un peu pour l'amélioration de la situation des droits de l'homme. On n'a pas dit qu'on a fait tout, ou même on est le premier à reconnaître que tout n'était pas fait, mais bon, comme quelqu'un a dit, donc quand on parle de situation des droits de l'homme, est-ce qu'on peut vraiment dire que tout a été fait? À quel moment on va dire ça? Bon. Donc, je ne sais pas, mais je pense que c'est une opinion de chaque individu. J'espère qu'ils ne sont pas totalement découragés, que nous n'avons pas été utiles du tout, ou que c'est vrai qu'on ne peut pas faire quelque chose pour que tout le monde soit content. Mais j'espère qu'au moins la base que nous avons posée pour être utile, et où nous n'avons pas pu, selon même nous, que le travail continue, parce qu'on n'a pas, je répète, qu'on quitte physiquement, mais on ne quitte pas le Togo parce que l'engagement reste. On va évoquer maintenant, pour finir cette émission, quelques questions qui sont internes. Igé Ola Tokumbo, vous avez été la représentante résidente du HCDH pendant tout ce temps. Qu'est-ce que vous devenez après ce départ? Quel est votre avenir? Je suis un staff permanent des Nations Unies. Donc, vous avez déjà reçu une affectation quelque part? J'ai déjà reçu l'affectation dans un autre organe des Nations Unies. Je pense que très bientôt, ce sera connu, parce qu'ils ont toujours intéressé de savoir où cette dame-là va aller. Vous ne pouvez pas nous le dire là tout de suite? Non, pour le moment, il faut qu'on continue. On finit oui, c'est déjà fini. Jusqu'au mardi. On est toujours ici. Jusqu'au mardi. Donc, non, mais bon, je vais continuer. Je continue avec les Nations Unies. Je continue mon travail. On m'a appelé à une autre fonction. Donc, je vais le faire. Vous-même, personnellement, vous avez aujourd'hui le sentiment du devoir accompli au Togo? Accompli, oui, je pense dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure, oui. Dans une certaine mesure. Bon, je suis arrivée dans ce pays 26 décembre 2006. Après d'avoir été là, après l'événement de 2005, j'ai suivi le dossier du Togo à partir du travail que j'ai fait avant à la Commission internationale de juristes jusqu'à 2001, quand j'ai rejoint le bureau du Haut-Commissariat aux droits de l'homme. Et le Togo a toujours figuré dans les dossiers. Donc, pour me retrouver ici, en train d'essayer de trouver une solution, c'était pas facile. C'était pas facile. Je crois que j'avais travaillé avec tout que j'ai en moi. Et je continuerai à le faire. J'ai fait ça dans tous les pays où je travaille. Mais le Togo a une attention particulière pour moi. Si vous aviez au cours de votre carrière l'occasion de revenir, vous accepterez volontiers pour autre chose, pas pour les droits de l'homme, mais pour autre chose peut-être. Mais vous pourquoi pas? C'est un pays très accueillant. Et c'est justement là ma question. Et vous savez, n'oubliez pas que je suis ressortissant de cette sous-région. Donc tous les pays pour moi sont comme chez moi. Mais je dirais qu'en particulier ici au Togo, je me sentis comme chez moi. Je peux vous donner un incident qui m'a vraiment marqué, ou peut-être deux. Le premier, c'était en 2005, après l'événement de l'Euro. J'étais avec Doudou Diène, on est parti à Tapamé. Et on a essayé de parler avec les gens, les victimes, tout ça. J'ai senti en moi que j'étais quelque part dans un des villes ou villages de chez moi au Nigeria. Sans poser beaucoup de questions. On a fait ce qu'on a fait. Je suis partie, on est revenu. En 2000,
2008, quand on a commencé le processus de consultation nationale, les experts nationaux avec lesquels nous avons travaillé, quand ils nous ont donné les démographies du pays, m'a fait comprendre qu'il y a beaucoup de gens chez moi, dans ces régions. Je dis, bon, moi je ne savais pas. Mais ce qui était peut-être plus intéressant, c'est quand on est parti à Mango. Le jour-là, c'était pour préparer un atelier dans le focus group ou quelque chose comme ça. On est arrivé au centre, jamais à Mango. On est arrivé à un centre où on devrait faire l'activité. C'est là où je devrais rencontrer les ONG avec lesquelles on a commencé à préparer. Et je descends, avant de descendre de la voiture, j'ai entendu les gens parler Yoruba. Je dis, je suis où? Et je me suis allée vers eux et je leur saluais en langue. Et les trois messieurs me regardaient comme ça. Madame, c'est vous qui êtes descendu de cette voiture? J'ai dit oui. Et on a commencé à parler en langue. Vous savez que c'est trois messieurs. Un qui était conseiller, membre de conseil local ou quelque chose comme ça. Ils m'ont donné beaucoup d'informations par rapport à la situation et tout, qui étaient utiles pour le déroulement de notre consultation dans le localité. Deuxième, c'était en 2007, quand on a fait le fameux message « Plus jamais ça ». Vous vous rappelez que c'était autour d'un événement local qui s'appelle Odonchu. Odonchu, en vrai Yoruba, c'est Odun Ishu, la fête d'Ignam. Je ne savais pas que c'était ça qu'on appelle Odonchu. On a traduit, on dit Odonchu. Mais quelques secondes avant que je suis montrée pour faire mon discours, j'ai eu cet réflexe et j'ai sorti les mots en Yoruba pour que et je pense que tout le monde était content et ça m'a marqué beaucoup. Vous êtes senti comme chez vous pendant tout ce temps-là. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez passé beaucoup de temps quand même à Lomé? Vous savez dire quelques mots, Amina? Il ne faut pas aller là-bas. Je comprends plus que ma capacité de dire des mots. Alors, mais quand les gens parlent, j'ai une idée. Que va devenir alors le personnel? Bon, les personnels, comme vous imaginez, le personnel international, ils sont déjà, tout le monde est affecté. Les personnels nationaux maintenant, nous sommes engagés avec eux pour trouver ceux qui voulaient continuer dans le système, pour trouver les places dans le système. Donc nous faisons les recommandations et notre bureau à Genève aussi est engagé pour voir s'il y a des possibilités pour ceux qui sont... Encore je rends hommage à mes collègues parce que vraiment sans eux, on ne peut même pas parler d'un succès de travail que nous avons fait ici. Ceux qui ont déjà montré la capacité de revenus international, nous sommes déjà dans les couloirs en train de chercher, essayer d'appuyer leur application. Donc, j'imagine vraiment que dans quelques mois, la situation va changer et les collègues seront bien. Mais en tout cas, personnellement, je verrai sur ça. Igué Ola Tokumbo, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un dernier mot? Dernier mot, je pense que ça a été une bonne expérience pour moi. J'avais fait beaucoup de pays, mais je pense que le temps que j'avais passé au Togo m'a marqué et ça va me marquer beaucoup. Et je souhaite bonne chance et bonne continuation à tous les collègues togolais. Merci. Merci à vous d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup. Je rappelle que nous étions avec Igué Ola Tokumbo. Elle est la représentante résidente du HCDH au Togo. Je ne sais pas s'il faut dire elle est où elle a été. En fait, elle est là jusqu'au mardi prochain. Merci donc d'être passé dans cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à l'équipe technique de cette émission. Je vous retrouve très prochainement sur LCF.